Partie 4. Chapitre 13. Je vole de mes propres ailes. L'économie restera la science principale tant qu'on n'arrivera pas à se nourrir d'air et de vent. Mialité ANCSICS. Crâne d'œuf. Ne pas poser la question, c'est parfois le meilleur moyen d'avoir la réponse. En arrivant à l'aéroport de Washington DC, mon ange gardien et moi nous engouffrâmes dans une voiture grise de la Navy. Direction la Maison Blanche. Là, on nous conduisit dans un salon d'attente du premier sous-sol, dont la porte était gardée par un marine en uniforme d'apparat. Et nous attendîmes près de 2 heures. Mon cornac demeurait obstinément muet comme une carpe. Et moi, l'estomac noué, je finissais par me demander ce que je faisais là. Quand la porte s'ouvrit enfin, me tirant de ma somnolence déjà bien avancée, un homme d'une trentaine d'années entra. Genre intellectuel de choc, probablement l'un des « crânes d'œuf » de l'équipe du président. Il se présenta et me demanda de le suivre. Pendant le parcours qui conduisait au rez-de-chaussée, il m'expliqua brièvement que, là où il m'emmenait, je ne devrais pas dire un mot tant que personne ne s'adresserait directement à moi. 1 minute plus tard, nous nous sommes retrouvés devant une porte qui, selon les souvenirs que j'avais des reportages vus sur la Maison Blanche, devait en être celle du bureau ovale. Sans frapper, le « crâne d'œuf » ouvrit la porte, la referma derrière nous et me demanda de rester à ses côtés, lui-même se plaçant le long du mur opposé à la baie vitrée donnant sur de vastes jardins. Étaient présents et en grande conversation, outre le président et Yungan Lama, que je reconnus évidemment, 6 hommes d'âge mûr. Apparemment importants, mais dont j'ignorais tout. Le président s'adressa à Yungan Lama en me désignant du regard. Ainsi, cher ami, voici donc le brillant garçon que vous m'avez chaudement recommandé et qui se trouve être un borgne fort. Pendant que le crâne d'œuf me soufflait à l'oreille d'avancer tout en gardant le silence et que tous les regards se tournaient vers moi, Yungan Lama répondit. En effet, Monsieur le Président, John W. Stark est non seulement un homme remarquable, mais il sera bientôt prêt à vous servir avec un entier dévouement. Vous pourrez compter sur lui les yeux fermés. J'eus alors droit à ma minute de gloire, le président me gratifia d'un « Bienvenue à la Maison Blanche, John ». Puis, s'adressant au « crâne d'œuf ». Dick, vous voudrez bien vous occuper des formalités d'accréditation de Monsieur Stark. Je compte sur vous, ce qui, je l'appris plus tard, signifiait en langage codé présidentiel qu'il s'agissait d'un ordre impératif à exécuter d'urgence. Décidément, j'avais droit à tous les honneurs. Pendant ce temps, ces messieurs étaient passés à autre chose. Ils s'entretenaient maintenant d'une tendance qui était apparue depuis quelque temps déjà. De vives tensions sur les marchés des dettes publiques, notamment, qui persistaient et montraient des signes très inquiétants. Selon les commentaires de Yungan Lama, le risque d'un choc frontal entre banques centrales, fonds de pension, multinationales, matières premières et économie de la zone dollar n'avait jamais été si important. Le président rappela alors que le destin du dollar, comme celui des bons du Trésor, était désormais une préoccupation majeure. Ceci dans un contexte où les besoins de financement des déficits continuaient à battre des records. Ce à quoi Yungan Lama répondit, même si des centaines de milliards injectés dans le système bancaire ont pu, pour quelque temps, remotiver les prêts des banques et soutenir une bien molle croissance, qu'en sera-t-il pour les États, quand certains d'entre eux feront faillite? Les forces rebelles anti-euro ont déjà mis la Grèce, l'Irlande et le Portugal sous respiration artificielle. Si l'Espagne chute, la France et l'Italie seront dans le collimateur. L'euro sauterait probablement, ce qui aurait un impact très négatif pour tous. Le président semblait parfaitement d'accord et demanda à Yungan Lama de donner son avis sur le soutien massif de la Banque centrale. N'en déplaise à notre cher Bernanke, l'arrêt du Q23 est pour moi inévitable à court terme. Et il faut impérativement éviter un Q3, qui sonnera sans doute le début d'une dévaluation massive, si elle n'est pas déjà en route. La très grande panne du système économique, financier et monétaire mondial serait alors davantage devant nous que derrière nous. Imaginez, et ce n'est pas du tout exclu, que la Banque centrale américaine perde la confiance des prêteurs. Sa faillite serait alors inéluctable, et l'humanité ne s'en relèverait pas de sitôt. Je n'eus pas droit à participer davantage à cette conversation. Dick vint me voir pour me dire à voix basse qu'il était temps de nous éclipser discrètement. Une fois dans le couloir il me dit, l'air sincèrement épaté. Eh bien, mon vieux, vous avez tapé dans l'œil du président. Chapeau, à mots couverts, il vous a proposé d'entrer dans son team et de travailler pour lui. Une belle carrière de conseiller spécial vous tend les bras. Je ne lui confiais pas que je n'avais encore aucune idée sur la question et que je devais cette bienveillance présidentielle aux propos flatteurs, trop flatteurs, que Yungan Lama avait apparemment tenu à mon égard. Mais je sautais à pieds joints sur l'occasion pour lui demander, de la façon la plus détachée possible, ce qu'était un borgne fort. Réellement surpris, il s'arrêta, me regarda avec des yeux ronds et me répondit qu'il n'en avait vraiment aucune idée. Qu'une tête pleine, comme lui,
qui en outre évoluait dans les plus hautes sphères du pouvoir, n'en sache rien m'étonna de prime abord. Je réalisais alors que ce devait être, par conséquent, une expression propre à Yungan Lama. Une fois de plus, c'était donc Yungan Lama qui détenait la clé. Pendant que je cogitais à toute vitesse, Dick m'avait reconduit au premier sous-sol, devant la porte du salon toujours gardée par un marine en grand uniforme. Aussi immobile et expressif qu'une statue de plomb. J'allais devoir encore attendre. Patience, patience belle qualité, qui commençait à devenir pour moi comme une seconde nature. Soudainement, Dick me pria de l'excuser. Des obligations urgentes l'attendaient, mais avant de s'éclipser, il me demanda si j'avais besoin de quoi que ce soit. Les crampes à l'estomac que j'éprouvais depuis un bon moment me rappelèrent que je n'avais rien mangé depuis midi. Et il était 3 heures du matin. Je lui répondis donc qu'un petit bout de quelque chose me ferait vraiment plaisir. Il m'assura s'en occuper immédiatement. Sur quoi, il tourna les talons, me gratifiant d'un « à bientôt ». Le marine, dérogeant à son immobilité de horse-garde, me fit entrer dans le salon et referma la porte sans avoir soufflé un mot. Quelques minutes plus tard, un valet à l'allure très british m'apporta ce qu'il appela un encas, un demi-poulet, des pommes sautées et une pleine assiette de petits fours. À en juger par les portions que l'on servait à la Maison Blanche, le président devait avoir un solide coup de fourchette, que les déboires du dollar ne semblaient pas avoir entamé. Je venais à peine de terminer mon encas, lorsque la porte du salon s'ouvrit et que le marine apparut dans l'encadrement, dont il occupait tout l'espace tellement il était grand et massif. Contrairement à ce que j'avais d'abord cru, il parlait, puisqu'il me pria de le suivre, sans ajouter le moindre commentaire. Il me conduisit à une entrée latérale de la Maison Blanche, devant laquelle stationnait une limousine noire. Avec la classe d'un voiturier de palace, il m'ouvrit la porte arrière, qu'il referma une fois que je fus installé. À côté de moi, Yungan Lama, le chauffeur, dont nous étions séparés par une vitre épaisse, démarra. Nous roulions maintenant en direction de Washington DC Airport, alors qu'à l'horizon apparaissaient les toutes premières lueurs de l'aube. Yungan Lama me donna une tape amicale sur le genou, tout en me disant, l'air manifestement satisfait. Longue et rude journée, mon cher John. Mais sacrément bien remplie. Vous avez fait une excellente impression au président. Il vous a trouvé très bien. Et pourtant, croyez-moi, c'est un homme avare en compliments. Mais je n'ai rien dit, rien fait. Lui répondis-je, surpris. Je lui avais longuement parlé de vous avant qu'il ne vous fasse venir à la Maison Blanche. Il tenait absolument à vous voir. Or il se trouve qu'il a une sorte de don infaillible pour jauger quelqu'un en un coup d'œil, ce qui me surprend toujours, du reste, me dit-il avec un de ces petits sourires entendus dont il avait le secret. Mais pour quelle raison précisément serais-je très bien? Parce que je suis censé être un borgne fort? Lui demandai-je, avec une curiosité que je ne pus dissimuler. Encore un petit sourire indéchiffrable de sa part. Mais il n'eut pas le temps de me répondre, nous venions d'arriver à l'aéroport et le chauffeur nous arrêta devant l'échelle d'embarquement d'un Falcon Jet de la flotte aérienne présidentielle. Ce n'est qu'après notre embarquement et le décollage qu'il donna enfin satisfaction à ma légitime curiosité. Depuis le temps que je rongeais mon frein. Écoutez, John, finissons-en avec cette affaire de borgne fort. Vous êtes arrivé au stade de votre initiation qui me permet de vous dévoiler le dessous des cartes. De plus, des tâches urgentes nous attendent. Très volontiers, lui répondis-je en toute sincérité. Vous savez toute l'importance que j'accorde à la maîtrise de soi et à l'énergie du désir. Notamment le désir de progresser malgré l'impact que provoquent les épreuves de la vie. Je hochai la tête en signe d'assentiment et il poursuivit. Eh bien, certaines personnes, hommes ou femmes, le sexe de l'intéressé importe peu, ont la particularité d'avoir à la fois une stabilité émotionnelle et une conscience qui leur donne une faculté rare, très rare, que j'appelle la résilience réflexive. Cela leur confère non seulement une capacité à rebondir suite à un choc ou à un traumatisme, mais également une objectivité et une lucidité extraordinaires pour comprendre les phénomènes qu'ils observent et prendre les décisions qui s'imposent. Ceci sans être influencé par les bruits environnants. Ils disposent ainsi d'un avantage considérable, en matière de trading bien sûr, mais dans la vie en général. C'est cela être un borgne fort, John. Il observa un temps de silence, probablement pour provoquer un effet de suspens, puis... Or, cher John, vous en êtes. Vous êtes l'une de ces personnes. Pour 3 raisons majeures. D'abord, la manière dont vous avez agi suite au choc de votre déroute financière. Ensuite, la conscience lucide que vous avez eue en décidant d'accepter une astérisque e-book converter demo watermarks astérisque initiation qui vous a obligé à abandonner la plupart de vos croyances, y compris des croyances éducationnelles et sociales très ancrées en vous. Et enfin, la force intuitive de rentrer en vous-même pour mobiliser toutes vos ressources. C'est cela, la résilience réflexive.
Vous en avez fait preuve également lors des moments difficiles de votre initiation. Sur l'instant, je ne mesurais pas toutes les conséquences de ce qu'il venait de me confier. Une seule réflexion, peut-être un peu au ras des pâquerettes, me vint à l'esprit. Est-on un born fort de naissance, comme tend à le faire penser l'expression « né pour ». Oui et non, une certaine forme d'éducation permet de l'être très tôt. Mais si nous n'avons pas cette chance, comme vous ne l'avez pas eu vous-même avec votre père, la plupart du temps absent pour ses affaires, et votre mère qui n'était pas semble-t-il des plus maternelles. Donc, si nous n'avons pas cette chance, nous pouvons l'acquérir. C'est ce que vous avez fait. D'abord un peu malgré vous, et ensuite de manière consciente et intentionnelle. Ces propos m'inspirèrent une autre question, plus relevée cette fois. Si l'éducation peut faire de vous un born fort, cela signifie, comme vous l'avez dit, qu'on le devient tôt dans sa vie. Et si ce n'est pas le cas, on peut le devenir plus tard, à l'âge adulte. On perd alors un temps précieux. Pas du tout, John. On ne perd jamais le temps durant lequel nous vivons dans les brumes de l'inconscience face aux réalités. 7 à 8 personnes sur 10 passent ainsi leur vie sans voir la réalité telle qu'elle est mais telle qu'elle l'interprète. Quant aux autres, celles qui œuvrent pour accéder à un degré de conscience élevé, elles peuvent en effet avoir parfois le sentiment de perdre un temps précieux. C'est pourquoi elles font tout pour remplir les heures, les jours, les semaines et les mois de matière sensible, ce qui favorise toujours, je dis bien toujours, la réussite et l'expansion de soi. Vous voulez dire que certaines personnes, la majorité si je comprends bien, n'ont pas une vision pertinente des réalités qui les entourent, et donc ne perdent pas de temps? C'est à peu près ça, oui. Ce sont ce que j'appelle les moutons suiveurs. Bien entendu, faire partie des moutons suiveurs n'est pas une tare en soi. Mais ce n'est pas non plus une qualité pour voir au-delà des apparences. Par contre, une fois conscient des réalités, comme vous par exemple, là, oui, on perd un temps précieux si l'on n'agit pas dans le sens de nos intuitions. Il fit une courte pause, comme pour mieux souligner ce qu'il allait dire. Mais ce n'est pas votre cas, John. Vous l'avez prouvé, vous n'avez donc pas perdu votre temps. Mieux, dans les années qui viennent vous allez vivre plusieurs vies. Plus passionnantes les unes que les autres. Vous verrez, et comme j'ai accepté les conditions de mon initiation, ça va sans doute compter pour mes nouvelles vies. Dis-je spontanément, vous ne croyez pas si bien dire. Le temps, les efforts et l'ouverture d'esprit dont vous avez su faire preuve vous seront en effet rendus au centuple, me répondit-il. Une dernière question me vint à l'esprit. Tout compte fait, être born fort n'est pas bien mystérieux, même si cela constitue un avantage considérable. Alors, pourquoi avoir refusé si longtemps de me dire ce que cela signifiait? Sa réponse fut frappée au coin du bon sens. Parce qu'il m'a fallu justement m'en allier le temps de vérifier que je ne m'étais pas trompé à votre sujet. Et parce que la mission officieuse que vient de nous confier le président a totalement changé la donne. Il avait insisté sur le « nous » pour souligner que j'étais complètement impliqué dans cette nouvelle aventure. J'en éprouvais un sentiment de fierté, mais également de profonde curiosité. Ce n'est pas tous les jours qu'un président des États-Unis fait appel à vous en raison des talents qu'il vous prête. Mais dans quel but? C'était toute la question. Faisant office de steward, un officier de bord vint nous demander si nous désirions boire et manger quelque chose. Yungan Lama et moi avons refusé toute nourriture, mais lui avons répondu que ce serait avec plaisir que nous prendrions 2 cafés bien serrés. Après cette journée à rallonge, décalage horaire aidant, la fatigue commençait à se faire sérieusement sentir. En tout cas, en ce qui me concernait. Yungan Lama, lui, paraissait frais comme un gardon. Quelques minutes plus tard, notre steward improvisé nous apporta 2 expressos. Il devait être d'origine italienne, car ces cafés auraient réveillé un mort. C'est alors que Yungan Lama me parla du projet Big One. Projet qui, je le vérifiai rapidement, n'avait strictement rien à voir avec la faille de San Andrea, sinon avec toutes les perspectives cataclysmiques évoquées par son nom. De quoi s'agissait-il? Vous l'avez compris, le président est extrêmement préoccupé par les effets à moyen terme de la crise financière, notamment la crise budgétaire et le besoin toujours croissant de fonds propres pour les banques, qui ne se sont pas encore remises des fameux subprimes, les prêts pourris qu'elles se repassaient comme des patates chaudes depuis quelques années et qui ont fini par intoxiquer tous les circuits bancaires. Mais quels sont précisément les effets qui préoccupent le président? Demandai-je. Le fort affaiblissement du système bancaire pourrait être l'occasion, pour certains pays disposant de fonds souverains considérables, de racheter à bas prix des entreprises stratégiques clés occidentales. D'où le nom de Big One que le président donne à cette éventualité, par comparaison avec le cataclysme annoncé en Californie. Imaginez en effet la Chine, par exemple, mettant la main sur une grande industrie occidentale œuvrant dans le nucléaire. Et la Chine, vous le comprenez bien, ne serait qu'une possibilité parmi d'autres. J'imagine, en effet, d'autant qu'il n'y aurait pas que les entreprises nucléaires qui pourraient faire l'objet de convoitises hostiles, mais aussi l'armement, les technologies de pointe, de grands centres de recherche privés.
Et je suppose que le président pense notamment à certains pays producteurs de pétrole, lui répondis-je. Exactement, John, et il s'étonne que beaucoup, en Occident, ne soient pas conscients de ce péril suspendu au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès. Il se tut un instant pour finir son expresso et, manifestement pris par son sujet, il poursuivit. Le président est encore plus étonné, pour ne pas dire choqué, par tous ceux qui, habituellement classés à gauche, croient naïvement que les capitalisations boursières constituent des cadeaux faits aux possédants, aux riches comme ils disent. Volontairement ou involontairement, ils ne comprennent pas, et ils se refusent à plus forte raison à admettre que ces capitalisations sont en fait des barrières de sécurité de nos intérêts stratégiques et économiques. Si on devait schématiser ce que vous venez de développer, on pourrait dire que les retraités de Chicago ou de Houston, par exemple, qui ont acheté des actions de nos grandes entreprises sont les nouveaux combattants de la liberté. Ils n'en savent rien eux-mêmes, pourtant c'est le cas. Mais aller faire comprendre ça à des gens persuadés que si le pain est trop cher, il suffit d'en baisser autoritairement le prix, et tout sera réglé. Ajoutai-je, avant de poursuivre. C'est comme tous ceux qui sont convaincus que, dans un monde de marchés ouverts, il suffirait de fermer les frontières pour se mettre à l'abri de ce qu'ils appellent les dérives du capitalisme. Ils ne réalisent pas un seul instant que, du même coup, ils feraient faire à leur pays un bond en arrière de 50 ou 100 ans. L'exemple de la Corée du Nord est là pour nous le prouver, s'il en était besoin. Vous avez tout compris, John. Mais nous n'allons pas nous lancer pour autant dans une chasse aux sorcières rouges ou roses, sans compter tous ceux qui croient penser en répétant ce qu'ils ont lu dans le journal du matin. Et sans compter, en plus, tous ceux qui jugent qu'investir en bourse ou trader n'est pas une activité très clean, voire carrément immorale. Ajoutai-je, Yungan Lama m'approuva et en vint au fait. Je vous ai dit tout cela pour vous expliquer en quoi va consister la mission officieuse que le président nous a confiée. Compte tenu de toutes ces considérations donc, il pense que les organisations financières occidentales, nationales et internationales, vont spontanément agir en sorte de maintenir des cours boursiers planchers, afin de mettre nos entreprises, et notamment les plus importantes, hors de portée de rachat que je qualifierais dynamico. Ce qui exclurait a priori tout risque de dépréciation abyssale, dis-je. A priori, oui, mais rien n'est moins certain, et encore moins garanti. C'est pourquoi le président souhaiterait que nous fassions une analyse statistique et prospective de ce que pourraient être ces cours planchers à court et moyen terme en ce qui concerne certains titres dont il m'a remis la liste. C'est là le premier aspect de notre mission. Parce qu'elle en a d'autres ? Demandai-je étourdiment, en raison de la fatigue qui me gagnait malgré l'expresso super dopant que je venais de boire. En posant sur moi le regard qu'on porte sur un enfant qui vient de dire une sottise, il me répondit. D'autres ? Non, mais un second ? Oui. Partant du principe que la possibilité d'une récession de l'ampleur de celle de 1929 est toujours possible, ne serait-ce qu'en théorie, le président attend de nous que nous déterminions des cours boursiers alarmes qui déclencheraient nos ripostes défensives. Dans le but de protéger nos géants industriels et bancaires d'une série d'OPA plus ou moins hostiles ? Lui demandai-je. C'est ça, me répondit-il, satisfait de constater que je n'avais pas complètement sombré dans les brumes d'une fatigue intellectuelle proche du commun. L'officier de bord maître Escafé vint nous informer que nous étions à l'approche de Sacramento, où il ferait une courte escale pour nous déposer, avant de reprendre son vol vers sa destination finale, San Diego. À Sacramento Airport nous attendait Sri, que Yungan Lama avait prévenu la veille de Washington. Pour nous ramener au ranch, il avait choisi le 4x4 Porsche hybride. Pour ma part, à peine installé sur la banquette arrière, je m'endormis du sommeil du juste, alors que le soleil se levait à peine. Je me souviens avoir fait un rêve au cours duquel j'éprouvais la certitude d'avoir trouvé les formules mathématiques, simples et évidentes, permettant de déterminer les niveaux planchers et les cours alarmes. J'en jubilais de joie et de fierté. Le problème, c'est qu'en me réveillant, à notre arrivée à l'ashram, j'avais complètement oublié mes formules miracles fantasmatiques. Je me consolais en prenant, en compagnie de Yungan Lama, un copieux petit déjeuner. Et en allant ensuite me coucher pour récupérer. Je dormis comme un loir. Mais je ne fis hélas pas de nouveaux rêves qui m'auraient remis mes formules magiques en tête. C'est la sonnerie du téléphone qui me réveilla. Il était 19h. Yungan Lama me demanda si j'avais bien dormi, avant de me prier de le rejoindre dans son bureau. Le temps d'enfiler un t-shirt et un jean, et je frappai à sa porte. Il était apparemment en pleine forme. J'ai passé la journée entière à organiser notre travail des semaines à venir. Et nous aurons de quoi nous occuper, plutôt 2 fois qu'une. Non seulement il nous faudra remplir la mission confiée par le président, et, là, nous avons du pain sur la planche, mais vous devrez également effectuer en solo vos premières opérations de trading. À ce sujet, il me demanda ce que je me sentais émotionnellement prêt à investir sans éprouver le moindre trac, en tenant compte du fait qu'il m'avait offert les $100 000 que j'avais en banque. Après avoir réfléchi un instant,
Je lui répondis que 50 000 $ ne me poserait aucun problème et que j'aurais le sentiment d'être en sécurité. Il décida, par conséquent, que ce serait là mon premier niveau d'intervention. Après quoi, il voulut savoir quel plan de trading j'avais choisi ou je comptais choisir. Je lui indiquai que j'éprouvais une préférence pour la construction de positions sur le marché des matières premières. J'avais relevé des signaux de survente sur le blé. Il eut un hochement de tête approbateur et me dit que c'était un excellent choix. Il me confia d'ailleurs qu'à ma place il aurait opté pour la même stratégie, la plus sûre et surtout la plus rentable, précisa-t-il, avant de m'annoncer. L'argent que vous allez avancer au marché, mon cher John, il vous le rendra décuplé si, bien entendu, vous activez fidèlement votre process, qui est maintenant au point, me semble-t-il. Puis il décida qu'il était temps d'aller dîner. Au cours du repas, pris en commun avec les autres membres de l'ashram, il me posa une question qui, sur l'instant, me déconcerta. Que pensez-vous, John, des clins d'œil que nous adressent les coïncidences de notre vie? Selon un vieux truc bien connu, je répondis à sa question par une autre question. Vous voulez parler des signes du destin, en quelque sorte? En quelque sorte, oui. Bien que ce ne soit pas tout à fait ça, je ne lui laissai pas le temps de préciser sa pensée et je lui fis part de mon sentiment en toute franchise. Je pense avoir un esprit trop rationnel, ou du moins trop pragmatique, pour y croire. Il eut un de ces petits sourires indéchiffrables et me répondit. Je reconnais bien là le borgne fort que vous êtes. Alors, justement, quels arguments rationnels opposeriez-vous au clin d'œil des circonstances? Leur manque total d'objectivité, précisément. Lui dis-je, c'est intéressant ce que vous dites là, pourriez-vous préciser votre pensée? C'était à croire qu'il jouait avec moi comme le chat avec la souris. Pour me pousser dans mes derniers retranchements, probablement, et tester la cohérence de mes raisonnements. En toute amitié et affection, bien sûr. C'est pourquoi je lui répondis spontanément, sans chercher à masquer le fond de ma pensée. Je crois que selon notre humeur du moment et les sentiments que nous éprouvons, nous pouvons voir des signes partout. Tout spécialement là où il n'y en a pas. Heureux et joyeux, nous verrons les signes positifs pulluler. Triste ou inquiet, tout nous paraîtra négatif. Regardez les femmes qui ont un grand besoin de plaire, à les entendre, elles ont des touches avec pratiquement tous les hommes qu'elles croisent. Vous y croyez, vous? Bien sûr que non, me répondit-il. Je crus néanmoins nécessaire d'ajouter. D'autant que vous m'avez enseigné, avec raison, qu'il ne fallait en aucun cas trader sous l'effet d'émotions ou de sentiments exacerbés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Mais sur la base de faits concrets, avec l'esprit serein et dénué de toute perturbation affective. Il ne fit aucun commentaire, mais je surpris dans son regard une lueur de satisfaction. Cela me donna à penser qu'il devait être heureux que l'enseignement qu'il m'avait dispensé jusqu'ici ait porté ses fruits. Et c'est à double titre qu'il devait être satisfait. Il m'avoua en effet peu de temps plus tard qu'il avait voulu me tester en me posant cette question sur les signes que nous adresseraient les coïncidences de notre vie. La veille de mes premiers trades depuis mon initiation, il avait voulu s'assurer que j'étais bien dans l'état de neutralité émotionnelle qui est, en ce domaine comme dans les affaires en général, un gage de réussite. C'était le cas. Selon Yungan Lama, les journées à venir allaient être particulièrement chargées. Il nous suggéra donc de passer une excellente nuit. 1. Le bureau du président à la Maison Blanche. 2. Allusion au propos d'Andy Warhol, selon lequel tout être humain connaît une minute de gloire au cours de son existence. 3. Q2 pour Quantitative Easing seconde tranche. Politique monétaire non conventionnelle, utilisée par des banques centrales pour augmenter la masse monétaire et les excédents de réserve du système bancaire. 4. The Big One désigne le tremblement de terre apocalyptique censé se produire, tôt ou tard, le long de la faille de San Andreas. Et qui, entre autres conséquences catastrophiques, détacherait la Californie du continent nord-américain. D'où la panique qui saisit de nombreux habitants de cet État à chaque secousse sismique importante. 5. Les fonds propres de la banque centrale d'un pays. 6. Compte tenu du décalage horaire entre la côte Est et la côte Ouest. 7. Les deux n'étant pas les mêmes, loin s'en faut. Les cours planchers correspondant à des moyennes statistiques, les cours alarmes à des chiffres précis calculés par avance. Chapitre 14. La plus puissante des forces, la gratitude peut transformer votre routine en jour de fête. William Arthur Ward. 0,3 $ le baril agir. Ne pas trop penser, le puzzle finira bien par se mettre en place. Déjà 3 semaines ont passé depuis que l'agent du service de sécurité de la présidence était venu me chercher. Depuis ce dîner au cours duquel Yungan Lama avait voulu s'assurer que j'étais bien calé dans ma tête pour trader, et pour exécuter la mission que nous avait confiée le président, nous avons travaillé tous les deux d'arrache-pied. Pour gagner du temps et rationaliser nos activités, Yungan Lama et moi avions installé notre QG et notre atelier, dans sa salle de trading, au premier sous-sol. Enfermés du matin au soir dans notre bunker, c'est tout juste s'il nous arrivait de voir encore la lumière du jour.
D'autant que, pour avancer, nous ne déjeunions plus vraiment, nous contentant de hamburgers avalés sur le pouce. J'avais renoncé à toute activité privée, à l'exception de 2 heures de tir à l'arc, après le coucher du soleil. C'était devenu indispensable pour me vider complètement la tête et me détendre réellement. Tous nos ordinateurs étaient connectés en permanence, pour suivre en continu les cours et le news flow des entreprises dont le président avait remis la liste à Yungan Lama. Et pour me permettre de construire progressivement mes positions sur le blé, conformément à la stratégie que j'avais choisie. Les premiers résultats que nous avions obtenus étaient encourageants, très encourageants même. C'est ainsi que nos analyses nous avaient permis d'acquérir la conviction que la notion de prix plancher n'était pas une vue de l'esprit de la Maison Blanche. La détermination de prix d'alarme se révélait par contre nettement plus délicate. Il ne pouvait être assimilé aux points les plus bas atteints par nos courbes, ces derniers ne constituant que les niveaux inférieurs des champs de stabilisation, et non des seuils d'alerte. Le fait qu'un ascenseur n'aille pas plus bas que le rez-de-chaussée ou la cave est rassurant, et n'indique absolument pas qu'il pourrait être précipité dans les entrailles de la Terre. Il nous manquait décidément la formule mathématique que je croyais avoir trouvée dans mon rêve. J'y travaillais intensément. Quant à mes opérations boursières, ma position acheteuse sur les contrats futurs du blé avait été construite assez rapidement vu la configuration qui s'y prêtait. Mais je veillais soigneusement à ne jamais m'écarter de ma zone de sécurité émotionnelle. J'avais déjà accumulé près de 200 000 $ de gains sur cette pause. En 3 semaines, ce n'était pas mal. J'ai donc décidé de la boucler. J'assurais ainsi mon gain. Les jours passant, je commençais à vivre une réalité sur laquelle Yungan Lama avait insisté au cours de mon initiation. Quand il m'en avait parlé, je pouvais la comprendre, mais pas la ressentir dans mes tripes. Progressivement, je sentais de mieux en mieux les marchés. Il me semblait commencer à ressentir ce qu'on appelle le feeling de marché. Mais je me gardais bien de prendre ce ressenti pour argent comptant, sachant qu'il est comme l'éclair, quand on croit l'avoir vu, il a déjà disparu. Le feeling de marché se ressent, il ne se pense pas. Cette sorte d'intuition qui émergeait peu à peu en moi n'était donc pas infaillible, et ne le serait probablement jamais. Et je prenais conscience qu'il me fallait être en totale neutralité émotionnelle pour l'éprouver pleinement. Yungan Lama ne s'était pas trompé en me disant que c'était là une des clés de la réussite des grands traders. Ce matin-là, selon un rituel bien établi, Yungan Lama et moi nous sommes retrouvés très tôt pour prendre notre petit déjeuner. Lui, toujours avec son fameux jus de citron fraîchement pressé. J'étais prêt à affronter une nouvelle journée de travail intensif. Mais Yungan Lama, lui, me parut très détendu, d'humeur buissonnière, devrais-je dire. Du reste, il ne tarda pas à me déclarer. « John, voilà maintenant 3 semaines que nous travaillons du soir au matin, 7 jours sur 7. Or, je vous ai toujours dit que le temps consacré à se détendre et à se ressourcer n'est pas du temps perdu, mais un investissement qui assure la qualité et l'efficacité du travail que l'on effectue. Il est donc temps de faire un bréak. Qu'en pensez-vous ? Je lui répondis en toute franchise. Je n'en pense que du bien. Car j'ai remarqué, ces derniers jours, que je n'ai plus tout à fait la même acuité d'esprit, ni le même niveau de motivation, pour suivre attentivement l'évolution des cours des marchés. C'est très bien observé de votre part, John, et je vous en félicite. Ce sont en effet des signes importants qu'il ne faut surtout pas négliger. Ils nous indiquent que nous ne sommes plus très loin de notre zone d'inefficacité, donc de contre-performance. Un travail fait par contrainte, et non avec plaisir, est rarement rentable, ne l'oubliez jamais, me dit-il, avant de poursuivre. Donc, c'est décidé, nous allons prendre immédiatement une semaine de vacances. Le temps est à nous. Je lui fis cependant remarquer. Il faudra quand même que je surveille les cours du pétrole, sur lesquels je m'attends à un sérieux coup de tabac, qui, selon moi, est maintenant imminent. Oui, mais cela ne vous prendra que quelques minutes par jour et ne vous empêchera en rien de vous détendre le reste du temps, me répondit-il. La question du bréak réglée, il passa à un autre sujet, après s'être servi une assiette de son péché mignon, les rognons au madère. Je souhaite organiser, le week-end prochain, un colloque à public restreint. C'est-à-dire avec les membres de notre communauté et un petit nombre d'invités extérieurs que vous connaissez maintenant pour la plupart d'entre eux. Ce sont tous des amis, comme Éclair du Matin et Lars O'Neill par exemple. Y a-t-il un thème qui vous intéresserait plus particulièrement ? Je n'eus pas besoin de réfléchir longtemps pour lui répondre. La gratitude. Pourquoi ? Pour m'exprimer la gratitude que vous estimeriez devoir avoir à mon égard ? Me demanda-t-il. Il y a un peu et même beaucoup de cela, c'est vrai. Comme il est vrai que je ne vous serai jamais assez reconnaissant de tout ce que vous avez fait et de tout ce que vous faites pour moi. Mais aussi parce que la gratitude est très mal comprise par beaucoup de gens. Apparemment intrigué par ce que je venais de dire, il me demanda. Pourriez-vous préciser votre pensée ? Entre ceux qui font de la gratitude une formalité vite expédiée et ceux qui pensent se rabaisser en faisant preuve, ça fait du monde, croyez-moi.
Mais là n'est pas le plus important, selon moi, car on n'empêchera jamais certaines personnes d'avoir un esprit tordu. Et, selon vous, qu'est-ce qui serait important en l'occurrence, John ? Me demanda-t-il, très intéressé par mes propos. Il existe une forme de gratitude à laquelle on ne pense pas assez, ou même pas du tout trop souvent. Je pense à un Thanksgiving par exemple, mais un Thanksgiving qui ne serait pas adressé à Dieu, mais à la vie. La vie tout court et la vie avec un V majuscule. Je réalisais alors que je venais d'aborder la question religieuse, oubliant au passage qu'il était de confession bouddhiste, et lama en plus. Mon propos était donc susceptible de l'avoir heurté. Je le priais de bien vouloir m'en excuser. C'est de la façon la plus détendue qu'il me répondit. Vous savez très bien, John, que pour moi, le bouddhisme n'est pas une religion mais une philosophie de l'existence ou une sagesse, si vous préférez. C'est ainsi que, personnellement, je ne crois pas à la métempsychose, la transmigration des âmes autrement dit. Mais c'est aussi pourquoi votre idée de gratitude à l'égard de la vie m'intéresse au plus haut point, et que nous allons en faire le thème de notre colloque. En plaisantant, je me permis de lui faire remarquer. Vous êtes quand même un drôle de lama. Sur le même ton, il me répondit. Seuls ceux qui pensent par eux-mêmes sont de plein pied dans la vie, mon cher John. Je passai les 3 jours qui suivirent à agir en fonction de mes envies profondes. Car j'avais appris par expérience personnelle que c'était, pour moi comme pour chacun d'entre nous, la façon la plus efficace de se détendre et de parvenir au bien-être. J'ai donc lu, beaucoup lu, fait de longues randonnées à cheval seul ou avec Sri, tiré à l'arc, dont je maîtrisais de mieux en mieux la technique de relaxation. C'est-à-dire atteindre un état de conscience qui me permettait d'être la cible, ainsi qu'Éclair du matin me l'avait enseigné. Mais aussi, car rien n'aurait pu m'en détourner, à suivre attentivement, matin, midi et à l'heure de la clôture, l'évolution des cours du pétrole sur le marché de New York. Le 3e jour, je remarquais qu'il subissait des fluctuations rapides, de faible amplitude mais nerveuses. À bien regarder les courbes, c'était clair, net et visible comme le nez au milieu du visage. Je sentis alors que le moment était venu de lancer ma 2e grande opération, en profitant de l'effet de levier qu'offrent les contrats futurs. Escomptant une hausse soudaine et importante, je me positionnais à l'achat. Puis, en attendant que le temps commence à faire son œuvre, j'allais déjeuner, calme et serein. Le soir même, une première hausse, encore légère, me confirma que mon plan collait à la réalité. Je renforçai ma position en achetant 5 autres lots de futurs, pour un joli paquet de dollars là aussi, mais pas de quoi me ruiner en cas de perte. Mes achats étaient largement couverts par mes avoirs. Le lendemain matin, la hausse était évidente et particulièrement sensible. L'effet moutonnier des marchés jouait maintenant à fond. Je complétais ma position en achetant 20 lots supplémentaires. Là, j'étais en effet de levier et il fallait absolument que mon analyse se révèle exacte dans le timing. À l'approche de l'heure de la clôture, le cours avait encore nettement grimpé, boosté par la masse des acheteurs de la 25e heure. Mais il avoisinait désormais le prix maximum que j'avais anticipé. À $103 le baril, je soldais ma position. Comme, de plus, nous étions à la veille du week-end, je jugeais prudent de vendre tous mes lots. De toute façon, je ne me serais plus senti secure si j'avais continué à travailler la hausse. Un rapide calcul me montra que mes gains s'élevaient à $500 000. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Yungan Lama m'annonça au dîner qu'il avait trouvé la formule des cours d'alerte. Le président serait content, lui aussi. Après le repas, Yungan Lama me demanda de le suivre dans son bureau pour faire un point rapide sur nos activités en cours. Un point rapide, car nous étions en vacances, il ne fallait pas l'oublier. Il m'expliqua d'abord en détail la formule qu'il avait élaborée, et qui permettait de calculer à l'avance les cours d'alerte des entreprises stratégiques. Elle était simple et géniale, reflétant bien l'intelligence subtile de son auteur. Mais il me fit promettre de ne jamais la divulguer. Puis nous avons commenté brièvement mes 2 opérations de trading réussies, après que je lui ai résumé les différentes phases de mes prises de position. Tout en me félicitant, il en profita pour me rappeler 2 points clés du succès de ceux qui réussissent, l'humilité et la sagesse de se livrer à des opérations limitées en nombre, calculées, réfléchies, mûries et conduites comme des opérations de commando, au lieu de traders à tort et à travers du matin au soir. Les affaires sérieuses réglées, nous avons évoqué le colloque qui se tiendrait à partir du lendemain. Yungan Lama m'avoua que le thème que je lui avais proposé le séduisait de plus en plus. Car il tombait à point pour illustrer un des principes qui guidait son existence, on ne vit pas pour trader, on trade pour transformer en réalité ses rêves personnels. Le seul et unique problème de la vie étant, selon lui, de se donner les moyens de la rendre conforme aux aspirations qu'on porte en soi. Yungan Lama m'avait parlé d'un public restreint, mais il n'était pas si restreint que cela. Les membres de la communauté, les amis des amis, les amis des amis des amis et les représentants des médias qui avaient eu vent du colloque,
avait fini par former une assistance nombreuse. Très nombreuse même, tellement d'ailleurs, que je dus jouer des coudes pour aller saluer Éclair du matin, toujours aussi jovial, et Lars O'Neill qui, j'en fus flatté, se montra enchanté de me revoir. Il tint du reste à me présenter, en disant le plus grand bien de moi, à David Brucker, patron de la First City Bank pour la côte ouest, et à Bob Clayton, directeur du bureau de CNN à San Francisco. Le contact se révéla excellent et, après avoir échangé nos cartes, mes interlocuteurs me firent promettre de les contacter bientôt, "He will be delighted to meet you soon." Ce qui, en l'occurrence, ne constituait pas des paroles en l'air. Surtout chez des hommes de ce poids. Je sortis de ces courts entretiens avec le sentiment que je faisais l'objet d'une mise sur orbite, mais sans savoir dans quel but précis. Sur ce, je m'apprêtais à regagner ma place dans l'assistance, à côté de Sri, mais Yungan Lama me fit signe de m'installer avec lui sur l'estrade, comme une sorte de co-chairman. Décidément, j'avais droit à tous les honneurs ce matin-là. Comme si cela ne suffisait pas, il ouvrit les débats en annonçant que le mérite d'avoir trouvé un thème aussi original que What is the True Gratitude, titre qu'il avait donné au colloque, me revenait. Tous les regards et toutes les caméras se tournèrent évidemment vers moi. Un instant, je me sentis dans la peau d'un candidat à la présidence des États-Unis lors de la clôture de la convention de désignation. Ce qui renforça mon sentiment qu'il mettait tout en œuvre pour me constituer un relationnel influent et pour me médiatiser. Yungan Lama commença par parler de la gratitude bête, qu'il décrivit comme une fausse gratitude traduisant une soumission inconsciente de celui ou de celle qui en fait preuve. Il prit pour exemple ces personnes qui passent leur temps à dire merci pour tout et pour rien, surtout pour rien, comme si elles s'excusaient d'exister, ou par reconnaissance qu'on veuille bien condescendre à accepter leur présence forcément encombrante. Cet exemple, bien choisi et si évocateur, alla droit au cœur de l'assistance, qui réagit en apportant de nombreux témoignages vécus. Ce fut l'occasion pour Yungan Lama de rappeler que le premier devoir de tout être humain est de se respecter d'abord lui-même. Comme un autre de ses devoirs devrait consister à s'aimer lui-même s'il désire aimer réellement les autres. À ce sujet, Yungan Lama précisa que la véritable gratitude à l'égard d'autrui ne pouvait qu'exprimer un sentiment de fraternité ou d'amour envers les personnes auxquelles on témoigne sa reconnaissance. Ce qu'il appelle la mémoire du cœur agissant. Tout le reste n'étant, selon lui, que simagrée ou politesse hypocrite. Il finit sa présentation par ces mots pleins de sens. La mémoire du cœur agissant, c'est ne pas voir le cadeau, mais d'abord celui qui l'offre. C'est ne pas voir la vie qui passe, mais d'abord le précieux présent. C'est ne pas prier contre la misère du monde, mais avant tout agir. Quand ce premier débat fut clos, Yungan Lama aborda ce qu'il appelait la gratitude high-tech ou, en d'autres termes, la gratitude d'épanouissement. Et sans m'avoir prévenu à aucun moment, il me passa la parole. Pris de court, je dis, avec mes tripes, ce que je croyais au plus profond de moi, spontanément, avec toute la force que me donnait mon intime conviction. Je devais apprendre un peu plus tard que j'avais trouvé naturellement la recette de la communication efficace. Pour convaincre, il faut parler avec son cœur, pas avec sa tête. J'expliquais par conséquent que la gratitude d'épanouissement consiste à prendre la peine et le temps de savourer chaque instant qui passe. De voir la beauté d'une fleur ou d'un visage. De faire le point chaque fin de journée pour s'arrêter un moment sur tout ce qu'elle a eu de positif. De savoir être heureux de ce que l'on a, d'être humble, de cultiver l'empathie. Pour moi, la gratitude envers la vie, c'était ça the high-tech gratitude. Et pour conclure mon intervention, j'ajoutais que la gratitude high-tech est, de plus, un excellent stimulant des forces qui se cachent en chacun d'entre nous et qui peuvent, pour autant que nous le désirions, nous faire soulever des montagnes. Le débat qui suivit fut passionnant, tellement qu'il nous conduisit jusqu'à 14h30, heure à laquelle Yungan Lama leva la séance pour nous permettre d'aller déjeuner. Pendant que la salle de conférence se vidait, le patron de CNN et celui de la First City Bank, accompagnés de 3 de leurs amis, s'approchèrent de moi et insistèrent pour que je prenne rendez-vous avec eux dès le lundi suivant. Apparemment, j'avais marqué pas mal de points, et je n'aurais jamais osé imaginer tous ceux que j'allais encore marquer dans les semaines qui suivirent. Devant mon air quelque peu surpris, Yungan Lama me fit un clin d'œil complice. Mais je ne connaissais toujours pas les projets qu'il avait pour moi. Qu'est-ce que la véritable gratitude ? Épilogue. Chronique d'un destin modifié, le secret des secrets. J'eus raison de garder à l'esprit que la sagacité de Yungan Lama est tranchante comme un couperet. Ce roc de volonté savait vraiment semer les bonnes graines. Depuis notre colloque sur la gratitude d'épanouissement, les mois avaient passé comme des semaines. Des mois qui furent très occupés. Pour Yungan Lama comme pour moi. Nous avions fini par décider de ne travailler que 4 jours sur 7. Pour nous ménager ce que Yungan Lama appelait des zones de ressourcement. Lui fut principalement occupé à peaufiner sa formule sur les cours d'alerte, en vue de rédiger le rapport confidentiel destiné au président.
Il mena également avec succès plusieurs trades que je jugeais proprement géniaux. Du grand art, comme d'habitude. Me concernant, je n'eus pas non plus le temps de m'ennuyer. Entre le développement de mon réseau relationnel, l'analyse des marchés pour repérer les signes précurseurs de nouveaux flots, mes opérations de trading dont je limitais volontairement le nombre, j'étais pris du matin au soir. D'autant que Bob Clayton, patron de CNN pour la côte ouest, m'avait demandé de réaliser une émission sur la gratitude d'épanouissement, sujet qui l'avait intéressé au plus haut point. Comme c'était grassement payé, je n'ai pas su dire non. En plus, le sujet me passionnait. Ce qui me passionna encore plus pendant cette période fut de développer une idée que m'avait inspiré un de mes entretiens avec Bob. Je lui avais fait remarquer qu'il y avait un lien étroit entre la prospérité économique d'un pays et le niveau culturel moyen de l'ensemble de sa population. Poursuivant mon raisonnement, j'avais ajouté que c'était là un des atouts économiques et stratégiques majeurs des nations développées. Et que, par contre, les grands pays émergents, tels la Chine, l'Inde et même la Russie, entre autres, demeureraient des colosses aux pieds d'argile tant qu'ils ne consentiraient pas à un effort massif en matière d'éducation collective. Ce que certains semblaient commencer à comprendre. Et nous devrions, nous autres occidentaux, en prendre pleinement conscience. Bob fut emballé. Ne perdant jamais de vue son métier et les intérêts de sa chaîne, il me proposa d'en faire un sujet. Je le remerciais, mais j'étais déjà suffisamment occupé pour donner suite à sa proposition. En revanche, de retour à l'ashram, j'en parlais à Yungan Lama. Il m'écouta, me demanda une foule de précisions, réfléchit un long moment, avant de conclure que mon idée était plus qu'intéressante. Le soir même, au cours du dîner, il me suggéra de rédiger à ce sujet un rapport détaillé, sans me dire l'usage qu'il envisageait d'en faire. Les 2 semaines qui suivirent, je réalisai une jolie série de trades, qui élevèrent mes gains à près de 298 000 $. Désormais, je m'engageais sur les marchés avec un succès qui me surprenait moi-même. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, cela m'incitait à me montrer encore plus humble et modeste. Et prudent comme un félin concentré sur sa proie, avant de bondir sur elle. Quand je terminais le rapport que m'avait demandé Yungan Lama, les premières neiges couvraient les montagnes. Lui-même venait de finir le sien sur les niveaux planchers et les cours d'alarme, dont il n'avait cessé de vérifier et de revérifier les formules. C'est au cours du déjeuner qu'il m'annonça notre départ, le lundi suivant, pour Washington. Le président nous recevrait le jour même et était impatient, me dit-il, de prendre connaissance de nos rapports. Le mien allait donc avoir, lui aussi, l'honneur de faire l'objet de l'attention présidentielle. C'était l'objectif que Yungan Lama devait avoir en tête quand il m'avait demandé de le rédiger. Et je savais maintenant par expérience que ses idées étaient fréquemment à tiroir. En soumettant mon mémo au président, il suivait probablement un plan dont il ne dirait mot à personne, y compris à moi, tant qu'il n'aurait pas réussi. Puisque Yungan Lama m'avait appris à patienter, j'attendrais. Comme j'avais maintenant le droit de sortir seul des limites de l'ashram, j'en avais profité pour accepter l'invitation de l'un de mes nouveaux amis, David Brucker, le patron de la First City Bank. Il m'avait proposé de passer le week-end dans le ranch qu'il possédait au nord de Sacramento, sur la route 66, entre autres raisons pour me présenter certaines de ses relations influentes. J'avais accepté avec plaisir, un plaisir qui devait se révéler encore plus grand que je ne l'avais espéré. C'est au cours de ce week-end que j'ai fait la connaissance de la femme qui est aujourd'hui ma compagne. Belle, brillante, délicate et sensuelle à damner le diable en personne, c'est elle que j'attendais depuis toujours. Je sais, cela peut sembler un peu ridicule, mais c'est exactement ce que j'ai éprouvé, et que j'éprouve encore. En me remettant les clés du 4x4 qu'il m'avait prêté pour aller chez David, Yungan Lama m'avait recommandé d'être en forme le lundi matin pour notre départ à Washington. Il avait pu dormir en paix. Le lundi matin, j'étais en super forme. Cette fois, il n'y eut pas de limousine noire aux vitres teintées soulevant des nuages de poussière tourbillonnants. Ni d'homme en Ray-Ban vêtu de costumes sombres et aux gestes d'automate pour venir nous chercher au ranch. Mais tout simplement Sri, qui nous conduisit à Sacramento Airport pour prendre un vol régulier. Cette économie de moyens correspondait au désir de Yungan Lama, qui avait estimé qu'un peu de simplicité et de discrétion aurait un excellent effet sur notre image. Aux yeux du président notamment. À Washington Airport nous attendait quand même une voiture de la présidence. À la carrure et à la tenue impeccable du chauffeur, je reconnus en lui un ex-marine reconverti dans les services de sécurité gouvernementaux. Après nous avoir salués avec déférence, il nous conduisit à la Maison Blanche sans plus prononcer un seul mot. Sauf si on l'interroge, un marine ne parle pas. Un des nombreux secrétaires nous accueillit. Il nous conduisit dans un salon spacieux donnant sur le parc, en nous informant que le président, actuellement en réunion, aurait le plaisir de nous inviter à déjeuner vers 13h30 environ. C'était joliment dit. Comme Yungan Lama et moi connaissions nos dossiers sur le bout des doigts,
nous n'avons pas jugé nécessaire de nous livrer à une dernière séance de révision parfaitement superflue. Au lieu de cela, nous avons parlé de mon week-end chez David Brucker. Et, évidemment, de la rencontre que j'avais faite. Yungan Lama s'en montra ravi pour moi, en me précisant qu'un homme qui allait avoir les responsabilités qui seraient bientôt les miennes avait absolument besoin d'un équilibre sentimental et affectif. À quoi il ajouta qu'il serait ravi de recevoir l'heureux élu à l'ashram. Je l'assurai que je ne manquerais pas de transmettre son invitation à l'intéressé. Le déjeuner et les 2 heures que nous consacra le président furent exclusivement réservés au travail. Ou pratiquement, pour nous éviter de perdre du temps à table, on nous servit du rôti froid, de la salade de pommes de terre et des crèmes brûlées. Pendant que nous expédions ce repas frugal, le président, toujours bienveillant et chaleureux, prit de nos nouvelles. Yungan Lama lui répondit qu'elles étaient excellentes et, pour une raison qui m'échappa, parla de ma nouvelle conquête. Le président me félicita et me demanda le prénom de cette charmante personne. Je le remerciai et lui précisai qu'elle s'appelait Cindy. Il était en grande forme, jovial et amical. Mais j'eus quand même le sentiment qu'il était préoccupé par quelque chose. Alors que nous n'avions pas encore terminé de déjeuner, nous nous mîmes au travail. Yungan Lama commença par remettre son rapport au président en le commentant brièvement. Ils devaient avoir l'habitude de travailler ensemble, car le président lui demanda s'il avait prévu d'utiliser la procédure habituelle. Yungan Lama lui répondit par un hochement de tête affirmatif. Puis vint mon tour. J'avais intitulé mon rapport Forces et faiblesses des pays émergents, les éléments d'une politique d'expansion. J'en remis 3 exemplaires au président. Il les plaça à sa droite sur la table et me bombarda de questions, dont certaines très pointues. Je fis en sorte de lui répondre de manière concise et précise, en évitant tout commentaire inutile. Quand sa curiosité fut satisfaite, il me remercia d'un « Excellent boulot, John, je sens que nous allons faire de grandes choses ensemble » et, s'adressant à Yungan Lama, pendant que je buvais du petit lait. « N'est-ce pas, cher ami ? J'en suis persuadé, monsieur le président. Ne vous avais-je pas dit que ce garçon était particulièrement brillant ? Une fois de plus, vous aviez raison. » Approuva le président. Sans piper un mot, je bus une autre longue rasade de petit lait. Un serveur venait d'entrer, portant un plateau en argent chargé de 3 cafés. Une fois les cafés servis, le président poursuivit. Compte tenu du contexte économique peu favorable, et même carrément défavorable, les 6 prochains mois s'annoncent probablement comme les plus rudes que j'aurai à traverser pendant mon mandat. J'ai à mener de vastes réformes, un plan de lutte contre le réchauffement climatique, et la gestion de la crise qui est encore omniprésente. Dans un contexte où plusieurs États américains sont en faillite, notamment la Californie, si j'échoue sur un seul de ces 3 aspects, c'est le mandat tout entier de ma présidence qui se trouvera en péril. J'ai donc décidé de muscler mon staff, puis, s'adressant directement à Yungan Lama. Cher ami, je connais la finesse et la justesse de vos analyses et de vos prescriptions, tant économiques que politiques. Depuis 20 ans, vous avez vu juste là où mes prédécesseurs ne vous ont ni écouté, ni suivi. Vous aviez prévu il y a 6 ans déjà une vaste remontée du chômage et le krach de l'immobilier. Nous y sommes. Yungan Lama fit alors une remarque que je trouvais des plus pertinentes. Et maintenant, je crains qu'anciens chômeurs, nouveaux chômeurs et futurs chômeurs ne conspirent inconsciemment pour tuer le consommateur qui les a possédés au cours des dernières décennies. Nul doute que cette situation constitue un scénario de film d'horreur économique à l'échelle mondiale. Le président ne fit aucun commentaire et dit « Je tiens à rester président et je vous souhaite à mes côtés ». Yungan Lama l'assura que son soutien lui était acquis d'avance. J'ai également pensé m'adjoindre les services d'un brillant jeune homme plein d'idées comme vous, John. Accepteriez-vous d'être l'un des consultants privés de mon secrétaire au Trésor ? Me demanda le président. Me fixant droit dans les yeux, Yungan Lama inclina discrètement la tête pour m'encourager à répondre oui. Ce que je fis, d'autant que je n'avais nullement l'intention de laisser passer une telle chance. Notre entretien se prolongea encore 1 heure, portant cette fois sur des questions relatives à l'économie nationale, beaucoup moins enthousiasmantes par les temps qui couraient. Le président insista pour que nous rentrions à Sacramento dans un avion de la Maison Blanche. Et après nous avoir remerciés, s'excusa de devoir nous quitter. Il serra chaleureusement la main de Yungan Lama et, pour ma part, j'eus droit à une tape amicale sur l'épaule et à un « À bientôt, John, je compte sur vous pour avoir encore plein d'idées géniales ». Puis il sortit de la salle à manger. J'étais arrivé à Washington simple citoyen. J'en repartais conseiller privé du président. Le rêve américain avait beau avoir du plomb dans l'aile, il avait encore de beaux restes. Dans la limousine noire aux vitres teintées qui nous ramena à l'aéroport, nous n'avions pas pu y échapper en définitive, Yungan Lama me souffla. N'oublions tout de même pas que nous sommes mortels, mon cher John. Il me rappelait à point nommé que l'humilité et la modestie sont les vertus cardinales du grand trader en particulier, et de l'homme d'action en général.
Nous avions eu beau protester que nous pouvions très bien emprunter une ligne régulière. L'officier de la sécurité qui nous avait réceptionnés à l'aéroport s'était montré catégorique, c'était hors de question pour le conseiller du président que j'étais désormais. À ce rythme, je serais bientôt aussi protégé que Fort Knox 1. Les semaines qui suivirent notre retour à l'ashram furent encore plus occupées que celles qui avaient précédé notre séjour éclair à Washington. Pour ma part, je continuais, en plus de mes nouvelles fonctions, à perfectionner inlassablement mon process de trading. À cette occasion, je m'engageais dans 2 opérations réussies qui élevèrent mes gains à 4 millions de dollars. Si bien que mon ami David Brucker, devenu entre-temps également mon banquier, me confia un jour que son rêve serait de n'avoir que des clients comme moi. Mais il était banquier. Heureusement, je m'envolais tous les vendredis matins à destination de Los Angeles, pour rejoindre mon amour, avec qui je passais mes week-ends. Scénariste pour la Warner, elle possédait une maison sur Malibu, comme celle qui m'avait fait rêver la première fois que j'y étais venu avec Yungan Lama quelques mois auparavant. Ces 2 jours par semaine auprès de Cindy constituaient pour moi, non seulement une évasion complète, une déconnexion totale de toutes mes préoccupations, mais également un bonheur d'une rare qualité. Une suite pratiquement ininterrompue de plaisirs simples, mais vrais. Nous aimions tous les deux nous retrouver seuls loin de la foule et de l'agitation futile de LA. Les promenades au bord de l'océan, avec le ressac pour seul fond sonore et, pour nous tenir compagnie, Isiaka, son chien lion d'Afrique du Sud. Et le soir, en un mot, nous nous aimions. À l'époque, je reprenais encore l'avion tous les lundis matins pour retourner à l'ashram. Ce n'était pas une obligation que m'avait imposée Yungan Lama, mais j'estimais avoir encore beaucoup à apprendre de lui. Il était et demeure en effet le meilleur conseiller que j'ai connu, et Dieu sait si j'en ai côtoyé de toutes sortes et de tout genre. Je mentirais si je disais que je repartais de Malibu avec autant de plaisir que j'y arrivais le vendredi. Mais j'étais quand même heureux à la perspective de retrouver mon vieux maître, les longues conversations que nous avions sur des sujets toujours passionnants, et tous mes amis de la communauté. Notamment Sri, simple mais plein de bon sens, qualité de plus en plus rare de nos jours. À l'approche des fêtes de fin d'année, au cours d'un week-end que je passais comme d'habitude à Malibu, Cindy me proposa de m'accompagner à l'ashram. Plongée dans l'écriture d'un thriller politique dont la Warner avait accepté le scénario, elle était entièrement libre de ses mouvements. J'écrirai aussi bien à Sacramento qu'à Malibu, me dit-elle. Rien ne pouvait évidemment me faire plus plaisir. J'appelai Yungan Lama pour l'informer du souhait de ma compagne. Il fut égal à lui-même, amical, bienveillant et enthousiaste à l'idée de connaître enfin Cindy. C'est donc en amant comblé que nous avons pris la direction de LA Airport le lundi matin. Sans nous douter que commençait pour nous une période de changement totalement imprévue. À l'ashram, Yungan Lama réserva à Cindy un accueil que je qualifierais de paternel. Et comme un père, justement, il me félicita de mon choix et de mon bon goût. Il nous avait fait préparer une chambre spacieuse et confortable avec une vue imprenable sur les montagnes enneigées. Et il avait poussé le souci du détail jusqu'à faire aménager, pour Cindy, un bureau où elle serait tout à fait à l'aise pour écrire. Le soir même, il organisa une sorte de dîner de gala. Le chef cuisinier avait mis les petits plats dans les grands et s'était surpassé. Et, rare exception à la règle, du champagne français fut servi en apéritif. En un mot commençant, Cindy était manifestement la bienvenue. D'ailleurs, elle trouva très vite ses nouveaux repères. Se levant très tôt comme moi, elle écrivait jusqu'à 13h. Et, après le déjeuner, elle rejoignait Sri qui, veillant sur elle comme une nounou, l'initiait à l'équitation, quand il ne l'emmenait pas découvrir, en 4x4, la région, qu'elle ne connaissait pas. Ou à Sacramento faire du lèche-vitrine et des achats dans la foulée. C'est ainsi qu'un soir nous avons eu la surprise de les voir rentrer tous les deux les bras chargés de cadeaux pour tous les membres de la communauté. Cindy désirant que nous fêtions Noël, en famille, elle demanda à Yungan Lama si elle pouvait installer un arbre de Noël dans la salle à manger commune. Il lui répondit qu'il en serait ravi et chargea Sri d'aller couper un grand sapin et de lui fabriquer un socle. En un temps record, Cindy s'était complètement intégrée à notre équipe. Pour ma part, j'avais repris mon travail intensif en compagnie de Yungan Lama. Et nous avions de quoi faire, c'était le moins qu'on pouvait dire. Il nous fallut d'abord mener, pour la communauté et pour moi-même, plusieurs opérations de trading délicates sur le gaz naturel, qui était devenu très volatile. Quelques jours avant Noël, le président nous convoqua, Yungan Lama et moi, à la Maison Blanche pour une réunion de travail imprévue et urgente. Je décidai que Cindy serait du voyage afin de la présenter au président, ainsi qu'il me l'avait gentiment proposé. De toute façon, il faudrait qu'elle passe, tôt ou tard, au crible du FBI. Alors autant nous débarrasser de cette obligation une bonne fois pour toutes. Le président se montra charmant avec Cindy, qu'il couvrit de compliments.
Il manifesta le plus grand intérêt pour le film qu'elle était en train d'écrire et lui posa de nombreuses questions à ce sujet, surtout quand il lui apprit qu'il s'agissait d'un thriller politique. Chasser le naturel, puis il la confia à un agent de sécurité féminin afin de lui faire visiter Washington, après un petit entretien, une simple formalité, avec un responsable, très aimable, du FBI. Vint alors pour nous, les hommes, le moment des choses sérieuses, partant du principe que, pour un politique, seule la politique est sérieuse. Il va sans dire, le président nous conduisit dans une salle de réunion en sous-sol, où il avait convoqué ses proches collaborateurs. Après de brèves présentations pour ceux qui ne se connaissaient pas encore, dont moi, il passa directement à l'ordre du jour. Manifestement, il désirait un briefing pointu mais rapide. En quelques mots, il nous annonça qu'il avait décidé de modifier sa stratégie de gestion de la crise. Il nous demanda donc de faire tourner nos cerveaux à plein régime afin de lui proposer nos idées, atypiques et géniales, rien de moins, susceptibles d'éviter la dislocation totale de l'économie. Comme aucun de nous ne lui posait de questions, il nous souhaita de joyeuses fêtes, un successfully brainstorming et déclara la réunion terminée. À vue de nez, elle avait duré une demi-heure, mais le message du boss en personne était passé 5 sur 5. Youngan Lama resta quant à lui avec le président. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, que nous prenions très tôt comme d'habitude, je m'apprêtais à me rendre dans la salle de trading pour suivre l'évolution des marchés. Mais Youngan Lama me dit que nous avions des décisions importantes à prendre et me pria de le suivre dans son bureau. Il me demanda si j'accepterais de prendre en charge ses propres opérations de trading durant les 3 prochaines semaines, période où il serait indisponible. Je lui répondis que ce serait évidemment avec plaisir et très volontiers. Mais que je n'étais vraiment pas sûr d'être capable de me montrer à la hauteur de la mission qu'il souhaitait me confier. Non par peur des responsabilités, mais en raison des doutes qui subsistaient dans mon esprit sur mes capacités de trader. Il me rassura totalement sur ce point, ajoutant d'ailleurs que, selon lui, l'élève égalait désormais le maître. C'était gentil et encourageant de sa part, mais je demeurais quand même sceptique. D'autant qu'engager mon propre argent était une chose, travailler avec celui de la communauté en était une autre. Surtout en termes de pression morale. Subtil et fin comme il l'était, il devina mes scrupules. C'est probablement ce qui le décida à me révéler sa méthode personnelle plutôt qu'il ne l'aurait fait dans d'autres circonstances. Et au fur et à mesure qu'il m'en exposa tous les aspects et tous les détails, je m'aperçus que je l'appliquais déjà en grande partie. Qui plus est, de manière adaptée à ma propre personnalité. Au cœur de la méthode, outre les éléments liés à la finance comportementale et à la gestion de soi, se trouvait un concept technique impressionnant d'efficacité, qui complétait sa méthode et en faisait un outil constituant une assurance de réussite et de succès durable. Ce concept portait un nom japonais, Ichimoku Kinko-yo. Ichimoku signifie « d'un coup d'œil ». Kinko, équilibre, et yo, courbe. Le nom de cette approche pouvait donc se traduire en équilibre d'une courbe en un coup d'œil. L'on pouvait ainsi, en un seul coup d'œil, identifier les tendances en cours sur plusieurs horizons de temps. J'en avais appris un rayon sur le sujet, mais sur l'aspect technique, le plus important était de retenir que la plupart des indicateurs, Fibonacci, pivot, ligne de tendance, RSI, moyenne mobile, vague de Wolf, etc., donnent des niveaux de prix plus ou moins figés. Ichimoku Kinko-yo est différent. C'est un outil qui optimise constamment l'évolution des prix. Il fournit de manière dynamique les niveaux de support et résistance, la direction de la tendance, la force des signaux. Les points d'entrée et de sortie deviennent dès lors plus clairs. Je me souviens qu'avant de me révéler les secrets de la méthode, Youngan Lama m'avait fait promettre sur ce que j'avais de plus sacré que je ne la dévoilerais jamais. Je le lui avais juré, avec la ferme intention de tenir mes engagements. Cependant, une objection me vint à l'esprit quelques semaines plus tard. S'il arrivait quoi que ce fût à l'un d'entre nous, et à plus forte raison à nous deux, sa méthode risquait d'être à jamais perdue. Cette perspective me troubla pendant plusieurs semaines. C'est pourquoi je finis par en parler à Youngan Lama. Il comprit parfaitement mon point de vue et nous discutâmes longuement de la meilleure attitude à adopter. Finalement, c'est lui qui trouva la solution. Comme Cindy m'avait entre-temps passé le virus de l'écriture, j'avais déjà en tête le projet d'un livre. Youngan Lama me proposa donc de ne pas révéler expressément sa méthode, ce qui me permettrait de tenir parole, mais de rédiger le livre de sorte qu'elle apparût clairement aux lecteurs attentifs. Prenant l'exemple d'un puzzle, il me conseilla de répartir les différentes pièces de sa méthode tout au long de l'ouvrage. Il ne resterait plus alors, aux lecteurs réellement intéressés, qu'à la reconstituer par eux-mêmes. C'est ce que je fis. Les lecteurs concernés pourront le vérifier sans difficulté. Ceux qui voudront aller plus loin et œuvrer pour en maîtriser, à leur tour, tous les rouages, sauront agir pour faire la différence entre l'amateur en herbe et le professionnel en puissance.
2 ans ont passé depuis cet entretien décisif entre Youngan Lama et moi. 2 années riches et bien remplies. Le trader fou que j'étais au début, qui passait des journées entières et une partie de ses nuits devant ses écrans n'existe plus. Il est mort, définitivement enterré. Mais moi, je suis bien vivant. Plus vivant que jamais. L'enseignement de Youngan Lama ne m'a pas seulement convaincu, il m'a profondément transformé. Il m'a appris, chose essentielle parmi d'autres, que ce n'est pas en agissant sans arrêt qu'on réussit. Sur les marchés comme dans la vie en général, le temps de l'action ne doit représenter qu'une partie du temps. Le reste doit être réservé à s'informer, observer, réfléchir, s'améliorer. Sans relâche, à méditer aussi, car pour Youngan Lama, la méditation était essentielle. Mais pas n'importe quelle méditation. Une méditation qui prépare à l'action et non une méditation qui, comme c'est souvent le cas en Orient, conditionne aux seules fins d'une contemplation de plus en plus passive. À présent, je ne fais plus que quelques trades par mois. Parfois aucun, mais toujours je choisis avec une précision extrême. C'est un mode de trading qui me permet de mener l'existence que j'aime. Et de m'épanouir. Je reste ainsi toujours dans les limites de ma sécurité émotionnelle et de ma tolérance au risque. À quoi s'ajoute, détail d'importance, le fait que Cindy et moi possédons maintenant, grâce à cette philosophie de l'action et du trading, suffisamment d'argent pour vivre très confortablement jusqu'à la fin de nos jours. Pour preuve, les 6 millions de dollars de gains que j'ai cumulés cette année. C'est d'ailleurs cette année record que nous fêtons ce soir. N'y voyez pas une manifestation d'orgueil ou de vanité de ma part. Encore moins une sorte de triomphe du fric avant tout. Sinon, j'aurais loué le Madison Square Garden pour me faire valoir devant des représentants du monde politique, du showbiz et des médias. L'apothéose des nouveaux riches qui se croient obligés d'étaler, sans aucune pudeur, leur argent au regard de tous. Où j'aurais mis en place un environnement pour vivre comme un retraité opulent, qui passe son temps à perfectionner son swing au golf. Mais tout cela n'est pas mon genre. Pour moi, l'argent est un moyen, non une finalité en soi. Un moyen qui me confère le privilège, car je suis conscient que c'en est un, de vivre comme j'ai envie de vivre, et de contribuer à remplir ma part du contrat en aidant une œuvre caritative que j'ai soigneusement choisie. Du reste, en ce qui concerne plus particulièrement le trading, je sais maintenant par expérience que trader uniquement pour gagner de l'argent est une excellente façon d'en perdre beaucoup. Un grand trader opère sur les marchés comme un grand joueur d'échecs, par passion intellectuelle, pas dans le but de remplir ses poches. Un gros compte en banque n'est que le baromètre de son talent. Ne sont présents ce soir que les êtres qui me sont chers. Et d'abord Cindy, la plus chère à mon cœur. Youngan Lama est là également. Sans sa présence, une fête ne serait pas réellement un événement heureux pour moi. Il est mon maître, celui qui m'a tout appris et qui a changé ma vie. Et il est surtout mon ami. Nous restons évidemment en contact étroit. Cindy et moi faisons régulièrement des séjours d'agrément, et parfois de travail. À l'ashram, et lui est régulièrement notre invité à Malibu, souvent accompagné de Sri. Ce soir, tous mes amis sont là. Bob Hunter, naturellement, le fidèle, celui de toujours. Sri, bien sûr, mais aussi Lars O'Neill, Éclair du matin, David Brucker, Bob Clayton, enfin, tous ceux dont j'ai fait la connaissance grâce à Youngan Lama. Il y a aussi 3 de mes anciens amis, Marco, Frank et Jimmy. Les seuls qui me sont restés fidèles malgré mon succès. Youngan Lama qui, justement, vient de me souffler à l'oreille qu'il vient d'avoir une idée excitante dont il souhaite me parler. Selon son habitude, il n'en a pas dit davantage. Le connaissant mieux que bien, je ne lui ai rien demandé. Ne m'a-t-il pas enseigné la patience? En attendant, je profite pleinement de la chaleureuse affection du cercle d'intimes que nous formons. De la nuit étoilée et de l'océan qui s'étend sous mes yeux. Je ne serai plus jamais un aveugle mental. Je vivrai désormais intensément l'instant fugitif qui passe. Le bel aujourd'hui qui ne reviendra pas mais qui, sans cesse, se renouvelle pour qui sait, propulser. La vie hors des sphères des idées reçues. Hors des sphères des moutons suiveurs, qui s'écrasent trop souvent sur le mur des frustrations, laissant les autres, les événements et les médias orienter leur vie. J'ai découvert que je possédais en moi des ressources infinies, des capacités que j'ignorais, et j'ai dépassé mes limites. Les efforts paient toujours, souvent avec une belle prime en retour. Le destin mêle les cartes. Mais c'est nous qui jouons. Achevé d'écriture au bord du lac de Côme, le 29 avril 2011. 1. Fort où sont entreposées les réserves monétaires et d'or fédéral. 2. Compte tenu de la mentalité pudibonde américaine et du côté, fouineur, des médias, les collaborateurs du président et leurs proches doivent être irréprochables. Dans toute la mesure du possible. C'est pourquoi le FBI, chargé de la sécurité intérieure, passe au crible leur passé, leur présent et leur avenir prévisible. Ce qui explique d'ailleurs les nombreux allers-retours que j'avais dû effectuer dans les bureaux de l'agence à Sacramento. 3. Une tempête sous un crâne, pleine de réussite.
Fin de ce livre audio. Veuillez vous abonner à la chaîne.